monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, nous reviendrons sur le dossier Epstein. Petit à petit, les 3 millions de documents publiés par le département de la justice américain livrent leurs secrets, des secrets qui concernent les plus hautes sphères du pouvoir mondial. Nous reviendrons ensuite sur la guerre russo-ukrainienne qui reprend de plus belle. Après un cessez-le-feu énergétique de plusieurs jours, Moscou cherche à faire plier Kiev tandis que Zelensky poursuit ses manœuvres dilatoires. Et puis nous reviendrons pour finir sur l'annonce de la fraternité Saint-Pie X de sacrer des évêques en juillet prochain. Les révélations autour du dossier Epstein continuent de nous plonger dans les bas-fonds du Gotha. Quelques jours après la publication de plus de 3 millions de documents par le département de justice américain, les informations sont peu à peu exhumées. Une affaire qui mêle influence, corruption et criminalité de l'élite mondiale. Ce n'est pas une affaire de trafic d'influence ou d'escroquerie. Ce n'est pas non plus une affaire de corruption ou de pédocriminalité. L'affaire Epstein, c'est tout cela à la fois, et c'est ce que prouvent les documents récemment publiés par le département de justice américain. Sans grande surprise, la presse aux ordres est mal à l'aise, les billets sont rares et ne laissent pas transparaître une grande curiosité. Certains titres ont même traité le sujet comme la nouvelle passion des complotistes. Et pourtant, les complots sont bien là, béants, comme une plaie. Et les répercussions, elles, n'en sont sans doute qu'à leur début. Tous ne pourront pas se sauver en attendant que ça se passe. À l'étranger, quelques individus ont d'ores et déjà dû accepter que l'heure de la chute avait sonné. En Grande-Bretagne, il n'y a pas que le prince Andrew qui n'est plus prince qui sent les secousses. Lord Peter Mandelson, une sorte d'incontournable politicien, ancien ministre de Tony Blair et ancien ambassadeur aux États-Unis, a abandonné son poste dans une émanation du Parti travailliste. Non seulement l'homme apparaît en slip sur une photographie issue du dossier Epstein, mais il est aussi soupçonné d'avoir des liens d'argent avec le milliardaire. S'il réfute avoir perçu des sommes de Jeffrey Epstein, d'autres expliquent qu'il aurait donné des informations financières cruciales à ce criminel sexuel pour réussir de lucratifs coups de bourse. Du délit d'initié donc. Certains estiment aussi que Tony Blair aurait pu couvrir certains faits, y compris sur des questions liées à la pédocriminalité. En France, c'est la fameuse Caroline Lang, fille de Jack Lang, qui a dû démissionner du syndicat des producteurs indépendants. Cette dernière, ancienne directrice adjointe de Warner Bros., était couchée sur le testament de Jeffrey Epstein et elle avait fondé en 2006 une société offshore dans les îles Vierges avec lui. Intouchable depuis toujours, Jack Lang affirme quant à lui qu'il n'avait pas connaissance des activités criminelles de son ami américain. L'ancien ministre de la Culture affirme qu'il poursuivra même ceux qui, je cite, propageront à son égard des propos menaçants, haineux et diffamatoires, tout en assumant pourtant ses liens avec Jeffrey Epstein. Jack Lang reconnaît très ouvertement aujourd'hui avoir entretenu une relation d'amitié régulière avec Donc Jeffrey en fait, Epstein. il dit en effet, il dit assumer d'ailleurs qu'il a été très proche de Jeffrey Epstein. Très proche, au point d'échanger des courriels fréquents et particuliers. Ainsi, dans des échanges ayant pour objet Petit Prince, l'instigateur de la fête de la musique s'interroge auprès de son ami sur la pertinence d'initier les enfants à la religion et à la sexualité et selon quelle fréquence. De drôles de questionnements pour un homme que l'ancien vice-président du Front National, Roger Hollande, avait vertement accusé d'ignominie en 1998, rappelez-vous. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et un gosse a été trouvé mort, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Des détails épouvantables qui ne peuvent que rappeler les propos tenus récemment aux États-Unis. En effet, le procureur général adjoint Todd Blanche, lors de la conférence de presse pour évoquer la publication du dossier Epstein, a tenu à faire quelques précisions, des précisions qui glacent le sang. Je voudrais aborder ce que nous n'avons pas produit, les catégories de documents identifiant personnellement les informations des victimes ou les dossiers personnels et médicaux des victimes et autres dossiers similaires dont la divulgation constituerait une atteinte clairement injustifiée à la vie privée. Toute représentation de matériel pédopornographique ou de pornographie infantile a évidemment été exclue. Tout ce qui pourrait compromettre une enquête fédérale en cours. Et enfin, tout ce qui représente ou contient des images de mort, de violences physiques ou de blessures n'a pas non plus été produit.
Bien sûr, si le procureur général adjoint précise que telle ou telle vidéo n'a pas été versée au dossier public, c'est que ces vidéos existent. D'autant que certains échanges visibles dans les dossiers évoquent de la torture. Plusieurs échanges entre Jack Lang et Epstein font aussi référence à Marrakech, ainsi qu'à la villa Majorelle, propriété de Pierre Berger, qu'Epstein aurait visitée. Là encore, on se souvient de l'entretien de Léa Salamé avec le milliardaire Pierre Berger avant sa disparition. Une forme de sensualité particulière ici. Ah ben, il y avait une forme de sensualité particulière, je vous le confirme. C'était une autre époque. Les mœurs étaient plus libres qu'aujourd'hui, spécialement au Maroc. Et si l'on oubliera l'air amusé de la journaliste, il faut avant tout rappeler que Pierre Berger n'était pas n'importe qui. Grand financier des médias en France, il participait activement, mais dans l'ombre, à la politique. Il est aussi au cœur d'un courriel de Caroline Lang à Epstein au sujet de la promotion du lobby LGBTQ XYZ et du mariage homosexuel en France. Une incursion dans les sujets sociétaux que l'on peut également constater avec l'affaire Dieudonné. Un mois avant la circulaire de Manuel Valls pour interdire ses spectacles, Ariane de Rothschild écrivait à Epstein pour lui parler de l'humoriste et de ses propos sur la communauté juive. Pourtant, des propos racistes sont également constatés dans les échanges d'Epstein, notamment avec le journaliste Michael Wolff, qui voit en l'exclusion de Steve Bannon du National Security Council une illustration de la lutte entre les juifs et les non-juifs. Car la politique est aussi au cœur des échanges produits par le département de justice américain. D'ailleurs, Donald Trump a récemment reproché à Michael Wolff d'avoir conspiré contre lui, notamment en révélant des informations cruciales à Epstein. Jeffrey Epstein, en plus d'être un pédocriminel, était donc le catalyseur d'informations sensibles des plus hauts placés pour constituer un système de corruption bien huilé. Ses relations partout dans le monde occidental, en plus de sa fortune drôlement acquise, lui conféraient des passe-droits presque sans limite, à l'image de l'évocation de ce dîner avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée, des privilèges acquis grâce aux informations compromettantes dont il disposait pour influencer jusqu'aux décisions politiques. Après le calme, la tempête. Au terme du cessez-le-feu énergétique, la Russie a frappé lourdement les installations ukrainiennes dans la nuit de lundi à mardi. Les négociations de paix reprennent mercredi à Abu Dhabi, bien que Volodymyr Zelensky semble continuer de jouer la montre. Nicolas de Lamberterie. Le cessez-le-feu énergétique Russie-Ukraine n'aura donc duré que jusqu'au 1er février, la date prévue, et dès que le délai a été écoulé, les forces armées de la Fédération de Russie ont repris leur bombardement des sites énergétiques ukrainiens. L'objectif semble toujours être le même, mettre à genoux l'économie ukrainienne en détruisant l'approvisionnement électrique du pays. Une situation qui touche aussi très durement la population civile depuis le début du mois de janvier 2026, d'autant que ces jours-ci, les températures sont extrêmement basses, avec des pointes sous les -20 durant la nuit. Le cessez-le-feu énergétique décidé d'un commun accord par les Russes et les Ukrainiens la semaine dernière est bel et bien terminé. Il était prévu qu'il se termine au 1er février. Donc dans la nuit du 2 au 3, on a eu une reprise des bombardements massifs. Ont été frappées des centrales électriques ainsi que des installations de répartition de l'énergie. D'après donc l'énergéticien ukrainien DTEK, qui est l'énergéticien principal pour ce qui est de l'approvisionnement en électricité en chauffage pour les particuliers, compagnie qui appartient à l'oligarque Rinat Akhmetov, oligarque donc qui était le principal financier du président Yanukovych à l'époque où celui-ci était au pouvoir et qui s'est mis au service de M. Zelensky dans les années 2019-2020, eh bien, nous avons donc, d'après cette compagnie, la nuit dernière a été donc celle qui a eu le coup le plus puissant contre le système énergétique ukrainien depuis le début de l'année 2026. Et alors qu'un nouveau cycle de négociations tripartites Russie, Ukraine, États-Unis reprend demain à Abu Dhabi pour 2 jours, des premiers signes de concession de la partie ukrainienne sur les questions territoriales voient le jour. Il y a eu une déclaration intéressante hier du gouverneur de la région de Nikolaïev, Vitaly Kim, qui est un très proche de Volodymyr Zelensky, qui a déclaré que l'Ukraine devait faire la paix, y compris au prix de concessions territoriales.
et que l'heure maintenant n'était plus à essayer de sauvegarder du territoire à tout prix, mais de sauvegarder les vies humaines. On voit que le pouvoir ukrainien est en train de craquer. Un deuxième indice, c'est que l'Institut international de sociologie de Kiev a sorti hier les résultats d'une enquête d'opinion sur l'opinion des Ukrainiens vis-à-vis de la paix, et le taux donc d'Ukrainiens favorables à la paix, y compris au prix de concessions territoriales, a bondi de 25% à 40%, donc plus 15% depuis l'enquête de la fin de l'automne dernier. Donc ceci montre, et sachant que bien sûr les sondages dans un pays en guerre ne sont pas scientifiquement très probants, ils sont juste un indicateur du pouvoir ukrainien qui les manipule. La partie russe semble d'ailleurs confiante dans sa capacité à faire plier tôt ou tard l'Ukraine sur la revendication complète du Donbass, puisqu'actuellement elle ne pousse presque que dans le secteur de Zaporijia. Pour rappel, les éléments de négociation qui ont préalablement fuité prévoient une cession complète du Donbass à la Russie, tandis que la ligne de front serait gelée dans les oblasts de Kherson et de Zaporijia, dont la Russie avait pourtant décrété l'annexion complète à l'automne 2022, sans toutefois les avoir jamais conquis en intégralité. Pour la Russie, à défaut de constituer une très grande victoire, la prise complète du Donbass constitue une sorte de minimum syndical auquel elle ne semble vouloir en aucun cas renoncer, tandis que les autres questions territoriales semblent nettement plus négociables. Mais plus les négociations traînent en longueur, plus la Russie semble malgré tout intéressée d'avancer dans l'oblast de Zaporijia. Quant à l'oblast de Kherson, il est quasiment impossible de reprendre les territoires situés de l'autre côté du Dniepr. Toutefois, le pouvoir ukrainien semble désireux de retarder l'échéance d'un accord de paix. A priori, pas forcément pour renverser la vapeur sur la ligne de front, tant cela semble très improbable. Mais selon Romain Bessonnet, l'enjeu pour Volodymyr Zelensky est tout simplement d'avoir le temps de consolider son pouvoir en interne. Monsieur Zelensky a déclaré qu'il n'y aura pas d'accord tripartite, États-Unis, Ukraine aussi, mais 2 accords bipartites, un accord Ukraine-États-Unis et un accord États-Unis-Russie. Sachant que M. Zelensky a dit que pour les concessions territoriales, il fallait qu'elles soient discutées directement entre Ukrainiens et Russes au niveau des présidents. C'est la dernière manœuvre de M. Zelensky pour déplacer en fait dans le temps les négociations pour qu'elles durent le plus longtemps afin de consolider son pouvoir. Reste à voir jusqu'à quand le président ukrainien pourra jouer la montre, et étant donné que la situation économique de l'Ukraine se dégrade de plus en plus, ce qui s'observe avec un décrochage progressif de sa monnaie nationale, la hryvnia. L'Ukraine a de plus en plus besoin d'argent. La hryvnia a passé le cap donc des 50 hryvnias pour 1 euro à la fin de la semaine dernière. Et là, on est en train de descendre à 52, 53 hryvnias, ce qui est une dévaluation très importante de la monnaie. Et ce qui montre que le gouvernement est en difficulté de financement parce que l'essentiel des services publics commence à être payé par de l'émission monétaire, c'est-à-dire par de la monnaie de singe. En attendant, comme toujours, les Européens sont inexistants dans les négociations dès lors que les choses sérieuses se passent. Mais cela ne devrait pas empêcher l'Europe de passer à la caisse, étant donné que les Américains entendent forcer la main de Kiev pour des concessions à Moscou, en échange de faveurs qui seront accordées à Kiev, mais ce sont les Européens à qui l'on demandera de financer ces concessions. Guerre ou paix, l'Europe devrait donc être la perdante, quoi qu'il advienne. Nouvel épisode entre Rome et la fraternité Saint-Pie-X. La congrégation fondée par Monseigneur Lefebvre a annoncé le sacre de nouveaux évêques, une décision qui ne devrait pas manquer de conséquences pour l'Église et la tradition. Explication avec Renaud de Bourleuf. Renouveau dans la tradition. Lundi, l'abbé David Pagliarani, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, a annoncé que de nouveaux évêques seraient sacrés le 1er juillet prochain, sans donner de précision sur leur identité, ni même sur le nombre de futurs prélats. Il faut que nous nous préparons. Oui, des sacres. Une annonce lourde de conséquences car c'est un peu le scénario de 1988 qui se répète. Rappelons que le 30 juin 1988, Monseigneur Marcel Lefebvre, fondateur de la fraternité Saint-Pie-X, a sacré 4 évêques sans mandat pontifical, c'est-à-dire sans l'accord du Saint-Siège. La conséquence a été l'excommunication de Monseigneur Lefebvre et des 4 évêques en question. Une excommunication levée en 2009 par le pape Benoît XVI dans un souci de réconciliation.
Mais la fraternité Saint-Pédis demeure dans une situation canonique floue, sans reconnaissance officielle par les autorités de Rome. La congrégation continue de justifier le choix fait par Monseigneur Lefebvre en 1988, alors qu'il était à la fin de sa vie. Il fallait de nouveaux évêques pour lui succéder, afin qu'ils puissent eux aussi ordonner des prêtres, et ainsi faire perdurer la fraternité Saint-Pédis. Aujourd'hui, alors qu'il ne reste que 2 évêques encore vivants, le même problème se pose. L'abbé Alain Laurence, prêtre de la fraternité Saint-Pédis, nous décrit le contexte qui justifie, selon lui, la nécessité de ces nouveaux sacres. Alors c'est la situation présente de l'Église qui a provoqué cette décision. Donc évidemment, cette situation n'est pas d'hier, elle est depuis, on peut dire, quelques décennies assez inquiétante, puisqu'on voit toutes les statistiques s'effondrer. La pratique religieuse, en France par exemple, c'est 5% à peu près. Les séminaires qu'on vend, les monastères que l'on brade. Donc on ne peut pas dire que nous soyons dans une situation florissante. Et face à cela, l'abbé Pellerani, donc le supérieur, se dit: ce sont les âmes qui sont en jeu. C'est cela qui est la préoccupation essentielle d'une congrégation comme la Fraternité Saint-Pédis. Ce n'est pas pour la Fraternité Saint-Pédis qu'il va y avoir ces sacres, c'est parce que l'Église est en état de nécessité spirituelle et il faut absolument faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rester là, les bras ballants, et se dire, ben voilà, tout s'effondre et puis on ne s'en occupe pas. Mais alors, pourquoi ne pas se contenter des congrégations traditionnelles reconnues officiellement par Rome, qui exercent aussi ces mêmes missions auprès des fidèles ? En effet, la fraternité Saint-Pédis s'oppose à la fois aux déclarations issues du Concile Vatican II, jugées modernistes et donc contraires au catholicisme, et à la Nouvelle Messe. La congrégation de Monseigneur Lefebvre prône à la fois le catéchisme antérieur au Concile Vatican II et la messe dite de Saint Pie V ou messe tridentine. Or, de nombreuses paroisses et congrégations enseignent ce catéchisme et célèbrent cette messe tout en étant reconnues par Rome, un argument donné par la fraternité Saint-Pierre et la fraternité Saint-Vincent-Ferrier comme objection à l'état de nécessité évoqué par l'abbé David Pagliarani. L'abbé Alain Laurence répond à cette objection. Là aussi, on peut dire que depuis 1988, on a vu un petit peu les choses se clarifier. Il est vrai que ces congrégations qui dépendaient de l'ancienne Ecclesia Dei ont la possibilité, mais c'est une liberté surveillée. Ils sont dans une situation, on peut dire, précaire et sous l'autorité d'évêques qui peuvent donner, ne pas donner des autorisations. Par exemple, on arrive à des choses extrêmement difficile à supporter pour un prêtre, c'est-à-dire qu'on va dire oui, vous pouvez célébrer cette messe de Saint Pie V, c'est vrai, mais vous n'avez pas le droit de baptiser, ou vous n'avez pas le droit de prendre les confirmations traditionnelles, ou bien vous n'avez pas le droit de faire le catéchisme, c'est-à-dire que c'est un petit peu vous pouvez, mais pas trop loin. Pas pour vous développer, pas pour... Et encore une fois, ça s'est vu dans plusieurs diocèses, en particulier dans l'ouest de la France. Une situation provoquée par le motu proprio du pape François en 2021 qui donne aux évêques le pouvoir de restreindre la messe tridentine sur leur territoire, ce qui a provoqué certaines crises comme l'expulsion de la fraternité Saint-Pierre du diocèse de Quimper. Des exemples restaient toutefois marginaux. Par ailleurs, le pape Léon XIV a affirmé qu'il n'abrogerait pas la décision de son prédécesseur, mais qu'il encouragerait les exemptions. Ces derniers mois, le souverain pontife a communiqué par courrier avec l'abbé David Pagliarani. La teneur de leurs échanges n'est pas connue, mais le supérieur de Saint-Pédis a déclaré ne pas avoir eu satisfaction. La décision annoncée lundi pourrait ouvrir une nouvelle phase dans les relations entre Rome et Saint-Pédis. Il y a eu, même sous le supériorat de Monseigneur Feulé, des hauts et des bas. Il y a eu des périodes où il était dit effectivement que ça allait en se rapprochant, et puis il y a eu des périodes aussi où on disait non, ça n'allait pas. Et il faut avouer que le cardinal Müller, qui était à l'époque le responsable de la congrégation de la foi, avait mis un petit peu le haut là et ne donnait pas grand espoir. Et je me souviens de Monseigneur Lefebvre lors du pèlerinage de Fatima, disant bah voilà, c'est plus possible. Donc on ne peut pas dire que par ça d'un côté l'abbé Pagliarani défait ce que avait fait Monseigneur Feulé. Une question demeure en suspens, quelle sera la réaction de Rome après les consécrations épiscopales de juillet prochain ? Et nous poursuivons à présent avec l'actualité en bref en France. Doté de son budget, Sébastien Lecornu dépasse les obstacles. Lundi, la motion de censure déposée par la France Insoumise et ses alliés a encore échoué. Voici le résultat du scrutin.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289, pour l'adoption, 260. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Le texte déposé par le Rassemblement national n'a pas rencontré davantage de succès, de quoi valider l'adoption définitive du budget 2026, largement grâce à la compromission des socialistes et des républicains. Le Premier ministre a tenu à insister sur le fait que le texte n'était pas celui du gouvernement, mais bien une version amendée par tous les partis politiques représentés au Parlement, une vision légèrement idéalisée. Sébastien Lecornu a également annoncé saisir le Conseil constitutionnel pour que la conformité des textes soit vérifiée. Ça balance pas mal à Paris. Pour la première fois, un institut de sondage juge Sarah Knafo capable de se qualifier au second tour des élections municipales de la capitale. Dans l'étude de Cluster 17, la candidate Reconquête, qui mène une campagne tambour battant, franchit ainsi la barre symbolique des 10%. 4 points de plus que novembre dernier, avant le véritable lancement de la campagne et sa prestation au journal du soir de TF1, garantissant à la jeune candidate une audience maximale. Le sondage de Cluster 17 montre toujours le candidat de gauche, héritier d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, en tête des intentions, avec 33% devant Rachida Dati et ses 26%. Pour l'heure, le candidat représentant la majorité présidentielle, Pierre-Yves Bournazel, est en troisième position avec 14%, devant l'insoumise Sophia Chikirou à 12 points, 2 points devant Sarah Knafo. Le candidat du RN, Thierry Mariani, reste quant à lui à la traîne avec 4% d'intention de vote, tandis qu'une candidate lutte ouvrière, Marielle Saunier, se hisse péniblement à 1%. Le scandale du lait infantile se poursuit. Le ministère de la Santé aurait reçu une quarantaine de signalements et la notification de 11 hospitalisations de bébés. Parmi ces derniers, seuls 5 auraient consommé du lait en poudre concerné par les rappels. Les autorités, particulièrement prudentes, rappellent qu'aucun lien formel n'a pu être établi entre les intoxications des enfants et les produits retirés du marché en raison de la présence d'une toxine appelée céréulide. La liste des produits écartés de la vente s'allonge de plus en plus. De nouveaux rappels ont en effet été annoncés lundi. Il serait lié à l'abaissement du seuil fixé pour la toxine en question. Les marques justifient donc les retraits par des modifications de la législation. Le squat amical, véritable plaie française. La Fondation pour le logement des défavorisés s'est penchée dans son rapport publié ce mardi sur le phénomène de l'hébergement chez un tiers. Plus de 643 000 personnes déclarent vivre chez un tiers, membre de la famille ou non. Le phénomène concerne des profils extrêmement variés, personnes récemment séparées de leur conjoint, salariés à temps partiel ou un emploi précaire, mais aussi clandestins attendant leur titre de séjour. Notons aussi que 38% de ces personnes ont plus de 60 ans. Dans certains cas, les hébergeurs demandent à leurs hébergés des services en contrepartie. C'est sur ce point que la Fondation pour le logement lance l'alerte sur de nombreux abus et parfois des violences subies par les hébergés. Kafka, roi de France. Un médecin a été placé en garde à vue après avoir refusé une demande de réquisition par la police. L'affaire surréaliste commence le 7 janvier dernier. La France est presque paralysée par les chutes de neige et les praticiens de santé sont en grève. Gabriel Terjman, généraliste de 79 ans, est en consultation quand il reçoit un appel de la part d'un numéro masqué. De l'autre côté du fil, le commissariat de Chennevières-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il sollicite le médecin pour un certificat de décès sur le champ. Occupé par ses patients et interloqué par l'appel, Gabriel Terjman raccroche et poursuit donc son activité. 48 heures plus tard, le même interlocuteur de la police le somme de venir à une convocation. Il est alors fouillé, placé en garde à vue 24 heures pour outrage à agent. Décidément, la fonctionnalisation des médecins est bien avancée. Et également l'actualité internationale. Approchons-nous de l'apaisement entre Washington et Téhéran. Vendredi, 2 délégations américaines et iraniennes doivent se rencontrer en Turquie pour évaluer les possibilités d'une sortie de crise. Ce mardi matin, le président iranien Masoud Pezeshkian a annoncé avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, pour négocier directement avec les États-Unis. Téhéran a également assuré qu'un cadre d'accord serait bientôt finalisé. Loin des questions droits de l'homiste mises en avant ces derniers temps, Washington devrait avant tout remettre au goût du jour les discussions sur le nucléaire iranien, dont le dernier épisode remonte aux frappes américaines de 2025 sur des installations susceptibles d'enrichir de l'uranium. Pour rappel, lors de son premier mandat, Donald Trump avait décidé lui-même de se retirer de l'accord de Vienne sur le nucléaire. Washington et Delhi se mettent d'accord. Lundi, Donald Trump a annoncé un accord commercial avec Narendra Modi afin que l'Inde cesse d'acheter du pétrole russe au profit d'achats auprès des États-Unis et potentiellement du Venezuela.
Le président américain a donc décidé une baisse des droits de douane à 18%, alors que certains produits étaient frappés de 50% de taxes. Delhi devrait également baisser les siennes à zéro et achètera plus de 500 milliards de dollars de produits américains, selon Donald Trump. S'il est respecté, cet accord est indéniablement un coup porté à Moscou, qui sera privé d'une grosse partie de ses ressources pétrolières. L'Inde a toutefois fait savoir qu'elle voulait conserver sa relation privilégiée avec la Russie. Donald Trump poursuit son bras de fer avec les universités progressistes. Ce mardi, le président des États-Unis a annoncé réclamer $1 milliard de dommages et intérêts à l'université Harvard. Des plaintes ont été déposées contre l'institution pour 2 motifs, l'idéologie wokiste et l'absence de protection des étudiants israélites lors de manifestations pro-palestiniennes. Ces derniers mois, la Maison-Blanche a obtenu $200 millions de l'Université de Columbia à New York, qui a désormais mis fin à ses programmes de discrimination positive. Quant à l'Université de Pennsylvanie, elle a annoncé réserver les compétitions sportives féminines aux femmes, disant non aux hommes se faisant appeler femmes transgenres. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez dès à présent retrouver Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Lionel Rondouin, ancien officier parachutiste et diplômé de Normal Sup. Ils évoquent les derniers soubresauts de la crise iranienne. Un jour, un de mes clients aux Émirats Arabes Unis, j'étais en train de dîner avec lui, et puis on papote de choses et autres, et on parle de la notion du temps. Et il me dit, mais ici en Orient, pour nous les Arabes, mais aussi c'est vrai pour les Perses, c'est vrai pour à peu près tous les peuples orientaux, nous on fonctionne selon le système et la stratégie IBM. Alors je le regarde un peu interloqué, que viennent faire les machines IBM et les ordinateurs et là-dedans. Elle me dit non. IBM, Inch'Allah Bukra Ma'alesh. Si Dieu veut, demain, et puis de toute façon, on s'en fout. Entendu. On a le temps. Et voilà, c'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.